Bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 12 décembre 2022. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons récemment analysé le budget pour l'année qui s'en vient. C'est dans les faits le premier processus budgétaire auquel le nouveau conseil municipal a participé de A à Z, puisque l'année dernière, le conseil a été élu à la mi-automne. J'aurai donc le plaisir de vous présenter les faits saillants de ce budget 2023 dans un instant. Mais avant, nous allons prendre les questions des citoyens qui sont présents ici ce soir. Bonjour, Jean-François Bérubé. Je lisais dans le courrier cette semaine qu'il y aurait une taxe spéciale pour le fonds vert, une taxe de, c'est quoi ça, 0,69, bon, okay, 6,9 cents de 100 $, c'est ça? Je comprends mal le chiffre, là, c'est 0,0069, en tout cas. Oui. Moi, j'aimerais savoir à quoi exactement va être affecté cet argent-là. On parle du PDD. C'est la première fois de ma vie que j'entends parler du PDD. C'est quoi ça? C'est notre plan de développement durable. Développement durable, OK. Notre plan de développement durable et l'argent qu'on va récolter de notre taxe de fonds vert va servir uniquement à des projets pour notre plan de développement durable en lien avec l'environnement. OK, pour faire des... Planter des arbres. Planter des arbres, oui, OK. Peu importe, là, acheter des parcs, peu importe ce qu'on pourra faire, là, mais tous les projets qui ont rapport avec l'environnement. OK, puis là, c'est déjà tout défini dans ce plan-là, comment vous allez vous organiser, comment vous allez investir ces fonds-là? Ce n'est pas nécessairement tout défini, mais c'est en lien avec notre plan de développement durable et l'environnement. On ne peut pas dépenser l'argent à d'autres fins que ça. Alors, c'est certain. OK, merci. Et merci, M. Bérubé. Maintenant, on en est à la période d'information à la population par les conseillers. Je vais débuter à ma gauche avec M. Harpin, Mme Gagné, M. Bousquet, Mme Bédard, M. Coulombe, M. Huard, M. Thériault. Tout va bien, M. le maire. Mme Pelletier, M. Côté, M. Caron, M. Barré. C'est bon. On va y aller maintenant avec notre ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. Mme Gagné. Oui, Monsieur le maire. Alors, je propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 4, on en est au budget, la présentation que je vais vous faire, la présentation du maire. Commençons maintenant la présentation des faits saillants du budget 2023 de Saint-Hyacinthe. Conformément à la loi, nous vous présentons les prévisions budgétaires de l'année prochaine avant l'adoption du budget 2023 par le Conseil municipal. Je vais vous présenter, dans un premier temps, le contexte budgétaire entourant la préparation des prévisions pour l'exercice financier 2023. Je peux vous confirmer que ce budget de la Ville a été scrupuleusement analysé. L'exercice qui vous est présenté ce soir a été préparé avec toute la rigueur nécessaire parce que nous sommes bien conscients que nous administrons l'argent des contribuables de Saint-Hyacinthe. Bien sûr, l'atteinte de l'équilibre budgétaire ainsi qu'une gestion judicieuse du service de la dette sont demeurées un défi constant tout au long de la préparation de ces prévisions budgétaires, compte tenu de tous les engagements récurrents que nous avons dû considérer, ainsi que toutes nos nouvelles obligations et préoccupations. Nous devons également établir des revenus suffisants pour couvrir les dépenses, tout en limitant le plus possible l'impact pour les contribuables mascoutins et mascoutaines. Comme chaque année, nous tentons aussi de dégager, dans la mesure du possible, un excédent de 1 million afin d'accroître le fonds de roulement, qui est un véritable outil de développement pour la Ville de Saint-Hyacinthe.
Mais il faut reconnaître que cette année, l'augmentation exceptionnelle de l'indice du prix à la consommation, l'IPC, pour la grande région de Montréal de 6,73 pour la période d'octobre 2021 à octobre 2022 a un impact important sur ce budget. Il faut aussi noter l'effet de l'accroissement de la masse salariale en raison des indexations prévues aux conventions collectives, des progressions salariales et de l'ajout de nouveaux postes. Bien que la situation financière de la municipalité demeure saine et l'endettement sous contrôle, nous traversons une période de grande perturbation sur le plan économique relativement à la hausse des taux d'intérêt, à une possible récession, à la rareté de la main-d'œuvre, à la baisse de production de certains biens et au délai dans la chaîne d'approvisionnement. Bref, la prudence est de mise. Si on aborde maintenant les faits saillants du budget 2023, on retiendra ce qui suit. Le budget 2023, tel que déposé, s'établit à 132,6 millions, comparativement à celui de 2022, qui se situait à 122,9 millions. On assiste donc à une hausse de 9,7 millions, ce qui équivaut à 7,89 d'augmentation par rapport à l'année 2022. Cette majoration est la plus importante des 10 dernières années. Si on souhaite maintenant avoir un portrait global du budget 2023, il est intéressant de présenter le portrait des dépenses par grande catégorie. À l'examen du graphique qui apparaît à l'écran, on voit par exemple que la masse salariale représente 19,93 du budget, le service de la dette 12,73 les dépenses en immobilisation 9,60 les frais de la Sûreté du Québec 9,01 le soutien financier aux organismes 5,7 les bénéfices marginaux 5,26 la gestion des matières résiduelles 4,17 les dépenses énergétiques 3,21 et le transport en commun 3,11 C'est donc dire que près du 3/4 des dépenses se retrouvent dans 9 catégories dont nous venons de faire état. La 10e catégorie s'intitule « Autres dépenses » et équivaut à 27,28 Celle-ci représente la réelle marge de manœuvre dont dispose le conseil municipal pour traiter toutes les autres préoccupations relevant de notre juridiction, qu'on pense à l'entretien du réseau routier, au déneigement, au traitement de l'eau potable et des eaux usées ou des services en loisirs et culture, pour ne prendre que ces exemples. Vous êtes à même de constater que la marge de manœuvre dont nous disposons est relativement mince. Voyons maintenant les principales variations de dépenses qu'anticipe la Ville pour l'année 2023. Il y a d'abord l'augmentation de la masse salariale, qui représente une hausse notable des dépenses pour les raisons évoquées un peu plus tôt. Nous avons également augmenté nos provisions pour pallier à des imprévus. La réalité de 2022, avec un bris majeur sur l'intercepteur Laurier, qui aura coûté un peu plus de 2 millions, nous incite à prévoir une provision pour éventualité un peu plus grande. La Ville prévoit aussi un soutien financier accru à la médiathèque Mascoutaine en raison de la mise en activité de la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain au cours de l'année 2023. À cela s'ajoute l'augmentation du coût des intérêts sur la dette à long terme, sans oublier la hausse des coûts associés à la desserte policière par la Sûreté du Québec, qui est un incontournable. Évidemment, les prévisions budgétaires ne comportent pas que ces seules variations, mais l'ensemble des autres postes budgétaires qui sont en croissance sont compensés soit par des économies provenant d'autres postes ou par de nouveaux revenus faisant en sorte d'atteindre l'équilibre budgétaire. Voici maintenant un portrait des revenus par grande catégorie. Les revenus de taxation et de tarification représentent toujours la principale source de revenus de la municipalité, avec une proportion de 74,30 Soulignons que ce pourcentage représente la somme des catégories taxes résidentielles, taxes industrielles et commerciales, taxes pour le fonds vert et tarification.
Ces revenus de taxation tiennent compte de la majoration des taux de taxation et de tarification qui seront décrits ce soir. La grande nouveauté en matière d'imposition des contribuables en 2023 est sans aucun doute l'introduction d'une taxe spécialement dédiée à la création d'un fonds vert qui viendra clairement appuyer la mise en œuvre de notre plan de développement durable et faciliter l'atteinte des objectifs qui découlent de ce plan d'action. Parmi les autres sources de revenus, ceux provenant de services rendus à des tiers s'élèvent à 9,77 %. Les paiements tenant lieu de taxes provenant des gouvernements du Québec et du Canada s'élèvent à 6,38 %. Les revenus liés aux amendes et pénalités s'établissent à 1,55 %. La catégorie imposition de droits s'élève à 4,28 % et comprend notamment les droits de mutation, des licences et des permis. Voyons maintenant les principales variations des revenus qu'anticipe la Ville pour l'année 2023. Il y a d'abord l'ajustement des taux de la taxe foncière qui générera des revenus additionnels de 5 987 240 $. Les revenus additionnels provenant des droits de mutation immobilière apporteront 1,5 million $. Les revenus supplémentaires dégagés par l'augmentation de la taxe d'assainissement des eaux pour couvrir des dépenses additionnelles en infrastructure représentent 678 162 $ de plus. Les revenus issus de l'indexation du tarif au mètre cube d'eau pour les industries et les commerces munis de compteurs d'eau amèneront 597 781 $ en supplémentaire. De même que les revenus additionnels générés par les intérêts sur les liquidités détenues en banque pour 415 188 $. Nous voilà donc à l'étape d'examiner le budget 2023 plus en détail. Nous nous attarderons, dans un premier temps, aux dépenses de fonctionnement ou dépenses d'opération, ce qui nous amène à ce qui suit. En ce qui a trait aux dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses d'opération courantes, on constate qu'elles ont progressé de 8,78 % depuis 2022 pour atteindre 108,82 millions. Si l'on s'attarde à certaines grandes catégories de dépenses de fonctionnement qui ressortent du lot, on pourra, dans les prochaines diapositives, expliquer ces variations. La rémunération atteint 26,43 millions pour 2023, ce qui représente une augmentation de 9,78 %. La masse salariale, qui inclut la rémunération et les bénéfices marginaux, connaissent à elle seule une hausse de près de 3 millions, ce qui justifie déjà 33,90 % de l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Comme mentionné précédemment, ces hausses sont essentiellement liées à l'indexation des salaires, à la création de nouveaux postes et à des ajustements prévus aux échelons de progression salariale. Évidemment, on comprend que la majoration de la contribution de l'employeur est intimement liée à l'augmentation de la masse salariale, quoique certaines facettes méritent d'être soulignées de manière particulière. Certains taux ont été ajustés à la hausse, comme la contribution de la Régie des rentes du Québec ou encore les taux applicables à l'assurance-emploi. Les taux liés à la CNESST connaissent également une légère augmentation pour 2023. En ce qui a trait à la quote-part de la Ville versée à la MRC des Mascoutins, pour une deuxième année consécutive, notre contribution connaît une croissance importante. En 2022, cette quote-part avait augmenté de 21,75 %. Pour 2023, cette contribution augmente de 9,48 % et est passée à 2,27 millions de $. On observe une réduction de 5 % des frais de gestion des matières résiduelles. Cette bonne nouvelle s'explique par une meilleure compensation pour la collecte sélective anticipée en 2023, grâce à une bonne performance dans le tri des matières recyclables. À cela s'ajoute une réduction des coûts associés au transport, au tri et au conditionnement des matières recyclables. Les autres dépenses pour les déchets domestiques et l'éco-centre sont sensiblement les mêmes qu'en 2022. Le poste budgétaire de la Sûreté du Québec a connu une augmentation de 5,32 % pour atteindre 11,95 millions en 2023.
Cet accroissement s'explique notamment par l'augmentation de la population et par la moyenne de la richesse foncière uniformisée de la ville, sans oublier le coût moyen d'un policier qui augmente d'année après année. Cela dit, on conçoit qu'il en coûte toujours un peu plus cher pour les services de la Sûreté du Québec, d'où l'intérêt de nous assurer que le corps policier soit au rendez-vous dans la livraison de ses mandats et dans l'atteinte des objectifs fixés par le milieu. Le budget total du transport collectif n'a que peu varié lorsqu'on le considère dans son ensemble. Nous vivons présentement une période de transition avec un changement de transporteur et le transfert de la gestion des opérations de notre service local de l'ARTM vers la MRC des Mascoutins. Cela implique plusieurs ajustements dans nos postes de dépenses liés au transport. Globalement, la bonne nouvelle, c'est que la progression des coûts du transport en commun pour 2023 est somme toute modérée, avec une hausse de 3,24 %. Du côté des coûts énergétiques, si on s'attarde aux dépenses associées à notre consommation d'électricité, nous avons considéré une majoration à la hauteur de 3,79 %, principalement en raison de la hausse des tarifs fixés par Québec. Quant à la consommation du gaz naturel, nous avons observé depuis juin 2021 une majoration du coût d'un peu plus de 45,3 %. En fait, en mai 2022, le prix imposé par Énergir se situait à 77,15 sous le mètre cube, si bien que nous avons utilisé ce taux pour la préparation des prévisions budgétaires. On constatera donc des majorations non négligeables, comme en fait foi le tableau à l'écran. Du côté des assurances générales, on observe une légère diminution qui s'explique par une économie en cette première année de renouvellement de contrat. Il en coûte néanmoins 761 000 $ en 2023. C'est aussi le cas des dépenses d'entretien et la réparation des bâtiments et terrains qui diminueront de 1,14 % en raison de la légère réduction prévue du côté de l'acquisition de pièces et accessoires en 2023. Mais retenez que la Ville prévoit pas moins de 2,86 millions pour l'entretien de son parc immobilier et ses terrains en 2023. Les dépenses de fonctionnement pour le service de sécurité incendie atteindront 5,65 millions en 2023. Il s'agit d'une augmentation de 4 % qui s'explique essentiellement par l'accroissement de la masse salariale et par l'acquisition d'équipements de sécurité incendie. Du côté des dépenses liées à notre filière de biométhanisation, elles s'élèvent à 2,73 millions en 2023, soit une augmentation de 8,59 %. Cette augmentation est surtout liée aux honoraires professionnels d'agronomes pour la valorisation du digestat. Les frais d'entretien et de réparation des équipements sont aussi plus élevés parce que le coût des pièces a augmenté significativement. De plus, nous voulons augmenter notre inventaire de pièces de remplacement à l'usine en 2023 afin d'éviter les délais de livraison lors de bris pouvant entraîner, dans certains cas, des arrêts ponctuels. Soulignons également que nous avons prévu pour 2023 que cette filière de biométhanisation s'autofinancera entièrement et générera un surplus dont l'ampleur reste à apprécier. Pour ce qui est du déneigement, les dépenses atteindront 3,52 millions en 2023, soit une hausse prévue de 5,26 %. Cette hausse est liée à la majoration des contrats de déneigement et à la hausse du coût de gestion du dépôt de neige usée. Sans surprise, les dépenses de fonctionnement pour l'entretien de la réparation des véhicules municipaux et de la machinerie augmentent aussi pour atteindre 1,35 million en 2023, soit une variation de 8 % par rapport à 2022. Cette hausse est surtout associée à des travaux importants prévus sur plusieurs véhicules incendies. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que nos prévisions budgétaires pour l'essence et le diesel augmentent de 54,52 % en 2023 pour atteindre 810 000 $. Avec toutes les variations de prix à la pompe qu'on a observées en 2022,
On ne peut que souhaiter une année plus calme de ce côté en 2023. Nos prévisions budgétaires 2023 comprennent également une hausse de 8,5 % de l'enveloppe destinée au soutien aux loisirs de quartier qui atteignent 1,72 million. En 2023, nous serons appelés à renouveler l'entente de 2019 avec les corporations de loisirs de quartier qui impliquera une indexation. Des subventions spéciales sont aussi prévues au budget 2023, telles que l'indexation des salaires des employés permanents et temporaires œuvrant au sein des corporations de loisirs de quartier. L'ouverture de la nouvelle bibliothèque le printemps prochain crée une augmentation importante des coûts d'opération, ce qui explique cette hausse des dépenses de fonctionnement de 35,55 % pour la médiathèque Mascoutaine. Mais en même temps, les citoyennes et citoyens profiteront d'une bibliothèque moderne qui est en adéquation avec les tendances et les goûts du jour. Du côté du soutien à l'événementiel, la variation de 25,27 % pour 2023 s'explique notamment par le budget spécial de 117 300 $ pour le 275e anniversaire de Saint-Hyacinthe et par la bonification des budgets de Saint-Hyacinthe-en-Blanc, des Sentiers lumineux et des Beaux Mardis de Casimir afin d'offrir aux participantes et aux participants des expériences encore plus spectaculaires pour se divertir et se rencontrer. On aborde maintenant le second volet du budget 2022 qui concerne les dépenses en immobilisation payées comptant. Il s'agit donc de la contribution financière 2023 de la Ville aux dépenses d'investissement que nous avons présentées lors de la séance spéciale PTI du 21 novembre dernier. Cette contribution provient du Fonds d'administration à travers la taxe foncière générale, ainsi que des réserves filtration et épuration, ainsi que de la nouvelle réserve associée au Fonds vert. Le budget d'affectation aux activités d'investissement regroupe les enveloppes budgétaires permettant de soutenir financièrement plusieurs projets prévus au plan d'investissement 2023. L'enveloppe budgétaire prévue à cette fin est augmentée de 3,63 % pour atteindre 12,73 millions. Considérant que plusieurs projets sont financés par emprunt temporaire, une enveloppe a aussi été prévue pour rembourser ce financement. De plus, il ne faut pas oublier les réserves de filtration et d'épuration, qui sont la source de financement de plusieurs projets d'infrastructures majeures. Après les affectations aux activités d'investissement, il apparaît intéressant d'apporter un regard sur le troisième volet du budget, à savoir le service de la dette, qui comprend le remboursement en capital, les intérêts et les frais de financement de la dette à long terme et les intérêts sur les emprunts temporaires. Cette section comprend également l'état du fonds de roulement, un outil indispensable au développement de la ville de Saint-Hyacinthe. La dette est gérée de façon très serrée par le Conseil et l'administration municipale. Le tableau qui apparaît à l'écran illustre bien l'écart entre 2023 et 2022 et démontre que la gestion du service de la dette est contrôlée. À cet égard, je peux confirmer que la moyenne du service de la dette des villes comparables au Québec, on parle ici d'un regroupement de 35 villes, est supérieure à la nôtre. Concernant le fonds de roulement, rappelons que ce fonds permet à la Ville d'autofinancer des projets et d'amortir leur remboursement sur une période maximale de 10 ans, et ce, sans frais d'intérêt. On remarquera une légère hausse du remboursement du fonds de roulement entre le budget 2022 et le budget 2023 de l'ordre de 326 662 $. La dette à l'ensemble des contribuables a diminué de 5,86 % entre 2021 et 2022 pour s'établir à 58,15 millions de $. Nous anticipons une hausse de cette dette à long terme en raison de certains grands projets structurants dans un horizon de 2 à 5 ans, notamment en lien avec le pôle culturel et le projet de revitalisation de la promenade Gérard-Côté. Cependant, le Conseil a bien l'intention de renverser cette tendance à moyen terme. Nous abordons maintenant les revenus de façon plus rapide. D'abord, si on regarde l'ensemble des revenus, ceux-ci augmentent évidemment au même rythme que les dépenses, puisque nous sommes tenus
à l'équilibre budgétaire comme l'exige la loi. Conséquemment, tout comme pour les dépenses, les revenus augmentent de 9,7 millions en 2023 par rapport à l'exercice financier de 2022. Si l'on s'attarde maintenant aux revenus de taxation et de tarification, on notera que ceux-ci s'apprécient de plus de 7,84 millions pour atteindre 98,52 millions. Rappelons qu'il s'agit de la principale source de revenus pour notre ville, comme c'est d'ailleurs le cas pour toutes les municipalités du Québec. Excusez-moi. En ce qui a trait aux compensations tenant lieu de taxes, retenons que ce sont des sommes versées notamment par les gouvernements du Québec et du Canada pour les immeubles gouvernementaux se trouvant sur notre territoire. Ce sont en fait ces compensations qui tiennent lieu de taxes. Pour 2023, on observe une augmentation de 12,5 des compensations tenant lieu de taxes en raison du fait que le gouvernement du Québec a réajusté à la hausse ses cotisations. Malheureusement, les gouvernements ne versent pas la totalité des taxes qui sont dues aux municipalités, comme c'est le cas pour les citoyens, les commerces et les industries. Cette majoration observée s'explique par un changement de méthode de calcul des compensations. En ce qui a trait aux services rendus à des tiers, les prévisions ont été revues à la hausse de 2,45 tout simplement parce qu'on rend plus de services. On y retrouve une multitude de revenus qui proviennent aussi bien de l'entente supralocale en matière de loisirs que de fauchage de terrains vacants, des dépôts de neige usés ou de la vente de vignettes de stationnement, pour ne prendre que ces exemples. Du côté de l'imposition des droits, concernant plus spécifiquement les droits de mutation, nous avons fait un changement important. Nous avions par le passé l'habitude d'estimer de façon très conservatrice les revenus associés aux droits de mutation. Cette année, nous avons fait le choix de présenter le budget selon une base de résultats historiques. En même temps, nous avons pris soin de considérer l'état actuel du marché immobilier dans notre estimation. On a donc considéré une augmentation de 31,7 Quant aux amendes et pénalités, on observe une baisse prévue de 1,25 en raison de la diminution des constats émis par la Sûreté du Québec. À la lumière des résultats de 2022, nous avons été conservateurs dans nos prévisions de revenus pour 2023, en espérant par ailleurs que cette projection de revenus sera dépassée à la fin de 2023. Il faut dire que la Sûreté du Québec nous a habitués à des revenus nettement plus élevés dans le passé. Voyons maintenant les autres revenus relatifs aux activités de la Ville. C'est à cette rubrique que sont comptabilisés l'ensemble des autres revenus, que ce soit des revenus d'intérêt qui sont en croissance, des revenus divers tels que le droit des exploitants de carrières et sablières, pour ne prendre que ceux-là. Nos prévisions ont été revues à la baisse de 16,2 essentiellement en raison d'un changement dans notre méthode de calcul. Voilà donc nous voilà donc en mesure d'annoncer le taux de taxe et de tarification pour 2023. Le taux de la taxe foncière générale s'établira sur la base de la présente proposition budgétaire à 71,58 sous du 100 $ d'évaluation pour les secteurs résidentiels, ce qui représente une augmentation de 3,75 C'est donc nettement inférieur à l'inflation qui, je le rappelle, se situait à 6,73 à la fin d'octobre dernier. Cet apport financier supplémentaire permettra de faire face aux augmentations des dépenses liées à l'inflation, de même qu'aux nouvelles dépenses évoquées tout au long de cette présentation. Du côté des immeubles de 6 logements et plus, la Ville a prévu une augmentation du taux de taxe de 4,99 pour se rapprocher davantage du taux en vigueur dans les municipalités de taille comparable. Pour les immeubles commerciaux, afin d'épargner les immeubles de plus petite valeur, nous avons mis en place l'année dernière un taux de taxe spécifique selon une tranche de valeur. En 2023, le taux d'imposition des immeubles de moins de 300 000 sera de
1,5606 par 100 $ d'évaluation, tandis que la portion excédant 300 000 $ s'établira à 1,5918 $ par 100 $ d'évaluation, soit une hausse équivalente de 3,75 %. Le même principe s'applique pour les immeubles industriels. De ce fait, les propriétaires d'immeubles industriels de moins de 600 000 $ auront un taux d'imposition de 1,5337 $ du 100 $ d'évaluation, alors que la portion des propriétés excédant 600 000 $ verra son taux d'imposition fixé à 1,5643 $ par 100 $, entraînant ainsi une majoration commune de 3,75 %, ce qui est bien en deçà de l'inflation. Du côté des nouveautés 2023, on retrouve la taxe spéciale pour le fonds vert, qui représente une contribution d'environ 20 $ pour une maison de valeur moyenne. Ce fonds servira à alimenter une réserve financière dédiée au projet en lien avec notre plan de développement durable. Parler d'environnement, c'est bien, mais il faut aussi poser des gestes concrets et se donner les moyens, comme communauté, d'agir. Ce nouveau fonds est un pas important en ce sens. En ce qui a trait à la tarification d'eau, à taux fixe, celle-ci sera maintenue à 200 $ par unité de logement pour 2023. La taxe d'assainissement sera quant à elle majorée de 12 $ pour un taux de 165 $ par unité de logement en 2023. L'objectif est de permettre de mieux financer les travaux liés aux infrastructures d'eau. Pour ce qui est de la tarification liée à la gestion des matières résiduelles, celle-ci demeure à 205 $ par unité d'habitation. Ce taux tient compte du contrat de 5 ans octroyé par la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, la RIAM, et s'applique aux coûts de collecte, de transport et disposition des matières recyclables, organiques et des résidus domestiques. La taxe sur la gestion des installations septiques augmentera de 30 $ pour atteindre 140 $ par unité de logement non desservi par un réseau d'égouts sanitaires, et ce, après plusieurs années de taux stables. Cette hausse s'explique par l'octroi d'un nouveau contrat par la RIAM à la suite d'un appel d'offres public en 2022. Pour ce qui est de la taxe de piscine, elle augmentera de 5 $ pour atteindre 65 $ en 2023. De plus, la taxe sera dorénavant applicable à toutes les piscines nécessitant l'émission d'un permis par le service de l'urbanisme et de l'environnement. Ainsi, certains propriétaires qui n'étaient pas mis à contribution le seront à compter de 2023 par souci d'équité. Après avoir présenté les différents taux de taxes et de tarification pour l'année 2023, voyons maintenant ce que cela aura comme impact sur le compte de taxes des contribuables. Alors, si on regarde le tableau à l'écran, on retient que ces taux de taxes et de tarification font en sorte qu'une résidence unifamiliale sans piscine, dont l'évaluation correspond à la valeur moyenne du rôle d'évaluation, à savoir 290 549 $, verra son compte de taxes augmenter de 107 $ par rapport à 2022, soit une hausse de 4,19 %. Par contre, dans le cas d'une résidence unifamiliale avec piscine, de même valeur, le compte de taxes augmentera de 112 $ et cette hausse représente 4,28 %. Voilà donc la grande conclusion de l'exercice budgétaire 2023 qui a été mené encore une fois avec rigueur par l'ensemble des services municipaux. Nos équipes comprennent l'importance de cet exercice et travaillent dans l'intérêt des citoyens et des citoyennes qu'elles desservent. Dans un contexte où l'inflation atteint des taux très élevés et à la lumière des préoccupations et obligations à prendre en compte pour livrer les services à la population, nous considérons que la majoration annoncée a du sens. Évidemment, il est important de rappeler que certains propriétaires connaîtront des hausses plus élevées que 107 $ du fait que la valeur de leur propriété est supérieure à la valeur de la maison moyenne, tandis que plusieurs autres propriétaires profiteront d'une hausse moins marquée du fait que la valeur de leur immeuble est inférieure à la moyenne. Cela dit,
nous avons choisi d'illustrer à quoi servira maintenant chaque dollar de votre compte de taxes pour 2023. Ainsi, à l'examen du graphique qu'on retrouve à l'écran, on constate par exemple que l'administration générale représente sur chaque dollar un déboursé de 8,9 sous, la Sûreté du Québec 9,4 sous, la Sécurité incendie 5,1 sous, les travaux publics 13,1 sous, le service de la dette 9,6 sous, tandis que la plus grande portion se retrouve du côté des loisirs et de la culture avec 15,8 sous sur chaque dollar que vous payez en taxes. Si on regarde maintenant comment se répartit votre compte de taxes qui totalise 2 670 $ pour une résidence de valeur moyenne qui s'établit, je le rappelle, à 290 549 $, on observe que pour cette maison type, le fonctionnement du conseil municipal représente 22,74 $, l'administration générale 237,64 $, la Sûreté du Québec 250,14 $, le transport en commun 83,12 $, les loisirs et la culture 422,65 $, le service de la dette 257,09 $, le logement social 24,65 $, l'urbanisme et l'environnement 146,11 $, et les projets d'investissement 256,22 $. Voilà donc l'essentiel des informations que nous souhaitions vous partager concernant le budget 2023. Je soulignerai qu'avec un budget de 132,6 millions et un plan d'investissement de 53,7 millions pour 2023, c'est beaucoup de sous qui seront injectés dans l'économie locale pour livrer les services aux Mascoutaines et aux Mascoutins. Voilà tout le programme pour Saint-Hyacinthe et tout un défi pour 2023 pour notre administration. Je terminerai en vous disant que la préparation de ces prévisions budgétaires représente un travail colossal compte tenu de la quantité d'informations à consigner, en plus de devoir composer avec des paramètres de financement bien définis, des règles très strictes et des contraintes souvent incontournables. Cela dit, je conclurai en affirmant qu'encore une fois, nous avons relevé le défi et je tiens à remercier tous ceux et celles qui, au sein de l'organisation, ont contribué à ces résultats. J'invite maintenant les membres du conseil municipal à procéder à l'adoption des prévisions budgétaires 2023, à moins que vous ayez des commentaires à formuler dans la salle. Pas de commentaires. Parfait. On poursuit. Nous en sommes rendus au point 5, le budget 2023. Monsieur Côté. Monsieur le maire, citoyens, vous permettez de faire debout sur l'importance de la situation. Alors, c'est la formalité que ça soit adopté, présenté et adopté par le Conseil. Concernant la présentation faite préalablement du budget pour l'exercice financier 2023 par M. André Bourgard, en conséquence, je propose ce qui suit. De déposer et d'adopter le budget pour l'exercice financier 2023 tel qu'il apparaît au document intitulé « Prévisions budgétaires 2023 » et résumé comme suit. D'abord, les revenus. Pour les taxes, 98 517 $400. Je recommence. 98 517 400 $ pour les taxes. Paiement tenant en... l'exercice me rend un peu nerveux. Je recommence. Paiement tenant lieu de taxes pour 8 464 631. Transfert, 2 404 030 $. Services rendus, 12 948 390. Imposition de droit, 5 579 000. Amendes et pénalités, 2 058 000. Intérêts,
1 238 971. Autres revenus, 550 300 $. Pour les immobilisations, produits de cession, 112 000 $. Financement. Financement à long terme des activités de fonctionnement, 404 947 $. Affectation. Surplus accumulé, 0. Surplus accumulé affecté, 327 761 $. Réserves financières et fonds réservés, 239 195 $. Dépenses constatées et payées ou à pourvoir pour un négatif de 344 625 $. Total de revenus, des revenus, financement et affectation pour 132 600 000 $. Pour ce qui est des charges maintenant, incluant l'amortissement. Pour l'administration générale, 14 555 995 $. Pour l'administration générale, 20 997 598 $. Excusez, c'est la sécurité publique. Le premier était l'administration générale et maintenant, sur sécurité publique, le 20 millions que je viens de décrire. Pour le transport, 22 845 594. Hygiène du milieu, 30 693 576 $. Santé et bien-être, 1 354 445 $. Aménagement et urbanisme et développement pour 10 132 418 $. Loisirs et culture, 25 602 000 et 14. Frais de financement, 6 496 248 $. Pour un grand total de 132 667 888 $. En amortissement, valeur négative, 23 845 647 $. Pour le financement, remboursement de la dette à long terme pour 6 058 248 $. Les affectations, activités d'investissement, 12 725 000 $ et 74. Pour les réserves financières et fonds réservés, pour 4 635 437 $. Dépenses constatées et à taxer et ou à pourvoir pour 359 000 $. Total des charges, financement et affectation, 132 600 000 $. Suivant la présente adoption du budget pour l'exercice financier 2023, un document explicatif sera publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, le tout conformément à l'article 474.3 de la Loi des cités et villes et ou le paragraphe 8 de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale. L'habitude de présenter des si gros chiffres n'est pas dans mes habitudes, avec un budget familial un peu moins que ce que je viens de décrire. Merci, M. le maire. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Harpin. M. Barré. Oui, M. le maire. Je vais voter contre, bien entendu. Je me suis annoncé, ça fait longtemps. Je me suis annoncé il y a un an. L'année passée, quand il est venu le temps de voter, j'en avais parlé, j'avais dit à 3,5, je suis mal à l'aise, mais là, on va y aller comme ça, en souhaitant qu'on fasse mieux l'année prochaine. Finalement, on fait pire. Parce que si tu prends la taxation globale, c'est plus de 4 %. Donc, et on ne peut pas dire que je suis un habitué de voter contre. Ici, la dernière fois que j'ai voté contre un budget, ça fait 30 ans. En 1992, j'avais voté contre le budget de 1992, puis là, je vote contre le budget de 2023. Donc, le gars n'est pas si fatigant que ça. Il a été 30 ans à dire « OK, on y va ». Puis, comme je l'ai dit, ce n'est pas une surprise. Puis je sais à quel point c'est important pour une municipalité, les taxes municipales, c'est 80 % de nos revenus, environ. Donc, c'est notre pain et notre beurre. Mais dans le moment, on sait, l'économie est en crise. L'économie est en crise, là. Tout le monde, on est tous dans la marmite, là, tous dans la marmite. Puis, c'est sûr que quand c'est rendu que le gouvernement envoie des chèques, là, c'est parce que ça va bien mal. Monsieur le maire, pour
pour nous convaincre. Finalement, à un moment donné, vous nous avez envoyé un texte de la presse, M. Penneau-Jobin, qui était le maire de Gatineau. Vous avez dit, hey, même lui, là, il dit, là, puis d'ailleurs, il dit, les villes sont habituées à adopter des hausses de taxes de 2 à 3 %. Malgré l'inflation, c'est le moment de taxer. Lui, là, il écrit 2 pages là-dessus, puis bingo. Si les villes haussent les taxes de 8 il restera donc amplement d'argent dans les poches des contribuables pour les aider à faire face à l'inflation. Mais là, vous nous envoyez ça, mais lui, il n'est plus maire. Là. Tu sais, c'est comme dans le temps, j'étais maire, 2-3 c'était correct. Je suis plus là, allez-y, 8 vous autres, bang, bang, après moi, le déluge. Fait que je ne peux pas trop me fier là-dessus. Après ça, Mme Frigon nous a envoyé un texte de Michel Girard, que je respecte énormément, du Journal de Montréal, que vous avez arrangé ça avec elle. Je ne sais pas qui l'a envoyé, mais en tout cas, je l'ai reçu, tout le monde l'a reçu. Puis M. Girard, lui, il disait attendez-vous, on va tous payer plus de taxes municipales. Il faisait le constat. Puis M. Girard, la semaine d'après, il a écrit les prochains mois seront pénibles. Puis moi, où je veux amener, M. le maire, là, c'est ici, j'ai un texte de Journal Mobile, crise du logement, les familles prises à la gorge. Ça, c'est le titre, on va aller juste le titre. J'en ai un autre, Journal de Montréal, dans la même semaine. Des milliers de personnes au bord du gouffre. Le nombre des emprunteurs qui ont de la difficulté à payer les intérêts sur leur dette hypothécaire a explosé. On est tous conscients de ça, là, que nos jeunes familles, tout le monde, là, on dit, hey, ça va être des taux hypothécaires, c'est du 500 $, c'est le marché hypothécaire de plus par mois. Les jeunes familles, donc, puis même, ils vont payer pour leur maison, ils vont être obligés de mettre ça sur 30 ans, ils payent juste des intérêts, ils ne payent même pas du capital. Bien, moi, j'ai l'impression que, comme conseil municipal, M. le maire, c'est probablement, pour plusieurs, la goutte d'eau. Tu sais, vous, c'est correct, vous avez dit, OK, on parle de faire gérer la ville, puis on veut la gérer solide, mais moi, je vois plus loin que ça. Je vois plus loin en pensant à ceux qui payent les taxes municipales, à nos citoyens. Puis là-dessus, là, c'est bien beau, les propriétaires, on en a parlé ici en groupe, la semaine passée, on a passé une soirée là-dessus, mais les propriétaires, il y a bien des chances qu'ils pognent ça au locataire, là, tu sais, je veux dire, l'augmentation de salaire, l'augmentation de taxes, bang, c'est le locataire, puis on a mis 1,2 million sur le logement abordable cette année, en 2022. On veut bien faire. On veut bien faire, mais là, comme c'est là, il va en avoir de moins en moins des logements abordables parce que là, ils vont augmenter, bien entendu, les loyers. Donc, là, c'est bien beau, vous allez dire, Barré, c'est quoi les solutions? T'sais, mais les solutions, j'en avais déjà emmenées, mais ils n'ont pas eu d'écho. C'est sûr qu'on ne va pas rationaliser. On l'a déjà fait dans le passé, on a rationalisé ici, à un moment donné, là, c'était pas drôle, là. On a été poignés pour le faire. On a même descendu nos salaires, nous autres, comme conseillers municipaux. On n'a rien qu'on n'a pas fait. Mais il y a des possibilités. J'en ai parlé la semaine passée, on parle des ressources humaines. Bon, les ressources humaines, moi, j'ai dit, ma question, j'ai dit, je m'adresse au directeur général adjoint, associé, toute la gang, là, la direction générale. Est-ce que le robinet est ouvert? On a engagé 15 employés permanents l'année passée. On en engage 20 cette année, prévus, là, qui s'en viennent, qui vont passer morceau par morceau. Puis, y a-t-il moyen de faire ça différemment? Notre directrice générale associée, elle a été un petit peu ébranlée par ma question, c'est ce qu'elle a dit, elle était même déçue. Puis, elle a justifié pendant 45 minutes minimum, 45 minutes, poste par poste. Elle a justifié les postes, comme quoi que ça prenne à ça, ça prenne à ça. Là, je me disais, si bol, ça se peut pas. Puis finalement, au bout de toutes ces discussions-là, j'ai demandé, devant tout le monde, au directeur général, qu'est-ce que vous en pensez? Le directeur général, il a dit, ça ne peut pas continuer. Il a dit ça devant tout le monde. 15 l'année passée, 20 cette année, ça ne peut pas continuer. Donc, en déplaise à la directrice générale associée, ma question était très bonne. Tu sais, la rémunération, M. le maire, là, il faut faire différemment. Il faut être... Puis la façon de faire différemment, là, c'est simple. Premièrement, là, la rémunération, là, je peux vous dire à quel point ça nous assomme. On dit, dans les papiers qu'on a eu la semaine passée, quand on considère le total de la rémunération des cotisations de l'employeur, ça n'est pas moins de 2 977 517 $ qui s'ajoutent aux prévisions budgétaires pour une majoration de 9,79 % par rapport à 2022. C'est sûr qu'il y a les contrats, là, les salaires, etc. Bon. Un autre qui dit ici, augmentation de la masse salariale au budget représentant 33,90 % de l'augmentation totale des dépenses sans considérer les affectations. Monsieur le maire, des employés permanents, là, on en a 230.
j'ai ça du mois d'avril, là, 230, puis on a une centaine à temps partiel, plus que ça. Monsieur le maire, dans un budget, dans nos dépenses à la ville de Saint-Hyacinthe ou ailleurs, dans les autres municipalités, ça se ressemble tous, les salaires, là, c'est les bénéfices marginaux, fonds de pension après, etc., c'est environ 35 là. On peut jouer là-dedans. Là, vous allez regarder, vous allez dire non, c'est pas 35 mais c'est sûr, on a la Sûreté municipale, elle est rendue Sûreté du Québec, on leur donne 9 de notre budget à la Sûreté du Québec, qui est quasiment tous les montants qui s'en vont là pour leur personnel. Fait que là, on est à peu près à 35 Puis j'ai aimé ça la semaine passée, dans le débat, j'ai fait une erreur, j'ai dit un mot qui n'était pas d'aplomb, puis M. Bousquet m'a repris, il a dit « lié ». Parce que quand on engage quelqu'un comme permanent, on est lié avec lui, puis on est content parce qu'on l'engage, puis on est fier, puis on en a besoin, puis il va faire sa carrière, puis peut-être à 55 ans, il va s'en aller, peut-être à 60, peut-être à 65 ans. Mais là, on a une possibilité qui est intéressante, c'est de dire « Hey, on peut-tu ces gens-là les garder? » C'est le fun, la semaine passée, ici, publiquement, on en a pris 2. On en a engagé 2 la semaine passée à contrat. Les anciens employés, là, Serge Lapointe et Kevin Desrosiers, qui sont revenus à contrat. Ça, c'est pas trop pesant. C'est pas mal moins pesant pour une municipalité d'avoir quelqu'un à contrat comme ça, qui vient faire ce qu'il y a à faire, qui est content, puis qui s'en vient. Parce que ces gens-là, on charge du personnel, on dit ça n'applique plus comme avant, là, ça prend l'immigration, tout le monde. Non, la plus belle source d'employés qu'on a, là, c'est des gens comme M. Bilodeau qui s'en va en retraite le 1er janvier, qui est en pleine santé, qui a seulement 65 ans, puis qu'on peut essayer de ramener ailleurs à contrat, puis qui va nous coûter pas mal moins cher à ce moment-là. Mais ça, j'ai l'exemple à côté de moi, il y en a plein comme ça. On ne devrait pas laisser partir personne sans s'asseoir avec, parce qu'il connaît la municipalité, on a des bons employés, on est fiers d'eux autres. À part exception, là, on est chanceux, tu sais, on n'arrête pas d'éventer. Mais là, quand ils partent, les autres, ils disent « Moi, là, achalez-moi pas, là, je m'en vais sur mon bateau, je m'en vais faire du ski, je m'en vais n'importe où. » Ils veulent avoir la paix. Correct. Mais au bout d'un an, là, c'est plate. Là. Tu sais, quand tu es en santé, 55 ans, 60 ans, à un moment donné, tu aimerais ça faire un petit tour. Puis là, on en a 2 là, qui sont venus, là, puis il y en a d'autres qui sont déjà venus dans le passé. On s'en rappelle. Bon, mais là, il faudrait que ça se fasse à grande échelle. À chaque fois que quelqu'un part d'ici, là, à la retraite, on devrait dire qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, puis qu'est-ce que tu peux faire pour nous. Puis eux autres, quand ils arrivent, là, ils n'ont pas besoin de comme un gros coaching, là. Ils connaissent déjà l'affaire, puis c'est extraordinaire. Donc, c'est une façon de faire qu'on doit mettre sur pied au lieu de s'embarquer avec 20 postes permanents de plus sur le paquet. La deuxième affaire, j'en avais parlé il y a quelques mois. Deuxième, moi, là, on a, sur le PTI, on a 10,9 millions pour la promenade Gérard-Côté. Bon. Moi, j'ai voté pour le plan triennal d'immobilier. Ça, c'est même moi de le présenter. Parce que, pourquoi j'ai voté pour? Parce que je sais, morceau par morceau, ils vont tous revenir ici. Je n'étais pas pour voter pour l'ensemble de l'œuvre. Dans l'ensemble de l'œuvre, il y a 4 millions pour le parc de la Métairie. Là. Fait que là, je n'étais pas pour faire la ISAB, commencer à me lever puis vous dire je ne veux pas voter pour ça. Mais la Métairie, on a dit on va y aller morceau par morceau. Bon, la phase 1, là, c'est 10,9 millions, là. C'est, on peut-tu faire mieux que ça? T'sais, elle va être belle pareil, là, mais on peut-tu couper une couple de millions puis, réussir à faire de quoi vraiment intéressant? Je ne pense pas que ça ferait une grosse différence, mais sur le compte de taxes du citoyen, ça en ferait une, par exemple. Puis, le DG, directeur général, à travers ces discussions-là, il a dit « la game a changé ». Tout le monde sait. Il l'a dit. Je m'en sers de lui, mais tout le monde sait que la game a changé. C'est fini. Ce qu'on a pensé, ce qu'on a rêvé de la promenade Gérard-Côté, là, c'est plus ce qui est aujourd'hui, là. Donc, c'est sûr que on n'a rien qu'à penser, là, puis j'en ai parlé ici, la bibliothèque, l'étagement ferroviaire, le centre des congrès, ça a tout coûté, là, ça a tout pété dans le plafond, là, puis c'est tout impacté sur le compte de taxes du citoyen. Donc, moi, je pense qu'il faut revenir sur la terre avec ce dossier-là, puis être capable d'arriver à faire ça selon nos moyens. Donc, ça aurait été une façon, je n'ai pas eu d'écho, là, mais ça a été une façon. La troisième, maintenant, la dernière. OK, vous allez conclure après, vous allez conclure bientôt.
Oui, ma conclusion. Merveilleux, À merci. 3 ans. Merci. Mais c'est le budget, M. le maire. Fait il n'y a, pas de temps. Là. Regardez, vous n'allez pas sortir un règlement ici. Là. Il n'y a pas de temps. Là. Je ne vais pas parler de règlement. Bon. OK. Fait que là, la troisième façon, là j'en ai nommé 2. Là. Vous allez pas dire que Barré, il ne pense pas, il ne réfléchit pas, il fait que voter contre. La troisième, là, on a notre nouvelle directrice générale associée qui va devenir, le 1er janvier, notre directrice générale. Elle nous a présenté son plan, son organigramme. Quand même assez lourd, là. Je l'ai ici, là, l'organigramme. J'ai tout regardé ça, on a tout regardé ça. Puis on a dit, ça a de l'allure. Elle a rajouté un directeur général adjoint. M. Bilodeau en avait juste un, elle en a 2. Oh, ça coûte plus cher, mais c'est pas grave. Pas grave, on a confiance. On n'a pas personne d'autre que Mme Frigon fait un bon job là-dessus. J'ai dit, c'est moi qui d'ailleurs qui l'a présenté. Fait que là, je me dis, bien, d'un autre côté, je pense que c'était à elle de nous prouver qu'on a raison, de tenir ça serré. Comme M. Bilodeau l'a fait, comme M. Rivard l'a fait. Et dans son plan, elle dirait, il y a 5 enjeux de gouvernance. On en a nommé 3, là, on va couper ça court, là. Vous me regardez, là. Bon, assurer le respect du cadre budgétaire établi et poser un regard avisé sur le service de la dette, notamment afin d'éviter qu'une hausse probable des taux d'intérêt ne vienne compromettre notre planification stratégique. On en nomme un autre. Procéder à des ajustements importants en matière de gestion des ressources humaines dans le but de faire face à un monde du travail en pleine transformation. Et je vais à la dernière, optimiser certains processus administratifs de manière à les rendre plus performants. Donc, si on suit ça, on est en gros char, là, on peut respirer. Là, Mme Frigon, elle est là, elle se couche le soir, elle pense à ça. Puis elle va nous trouver des solutions, nous autres, là, pour qu'on reste compétitifs, que ça ne soit pas trop dur pour nos citoyens. Taxer, là, comme on fait là, ou même plus, parce qu'il y en a, il y a même un membre du conseil qui pourrait taxer plus. Là, bon, mais je ne pense pas que la personne va se lever pour dire ça, là, mais en tout cas, ça serait facile. Moi, à soir, là, ça serait facile. Je ne serais pas en train de me débattre comme un diable dans l'eau bénite. Là. Je dirais, hey, je serais assis sur mes fesses, on taxe comme les autres. Parce que là, Mme Frigon nous a envoyé aussi, ou vous, je ne sais pas qui, toutes les municipalités. Là. Oh, 4,5, 5, 5,5, je les ai toutes, là, toutes sortes de ça. Là. Bon, là, on dit, rien à faire comme les autres. Mais il y en a d'autres qui ne font pas comme les autres. La Ville de Québec, qui font 2,5 eux autres, la Ville de Québec. Ça aurait été facile, eux autres ici, là, nous autres. Ça aurait été, bang! Moi, là, je suis conseiller municipal de la Providence. Puis à la Providence, là, c'est monsieur, madame, tout le monde. Contrairement à d'autres quartiers, c'est monsieur, madame, tout le monde à la Providence. Donc, ces gens-là, là, sont fragiles. Une grande partie, il faut faire attention. Il ne faut pas les brasser. On connaît nos limites. Donc, en conclusion, monsieur le maire, là, je dis, comme conseil municipal, là, il faut être imaginatif. Il faut être créatif, il faut être brillant. Puis, ce qu'il faut surtout, là, c'est éviter les pancartes à vendre. Avec le monde qui sont malades, puis que le gars n'est pas capable, puis les enfants pleurent dans la maison. Puis là, c'est le bout du bout. Puis là, dans le moment, ça ne regarde pas bien. Bien, moi, ce que je dis à mes collègues, c'est prudence, c'est fragile. Puis un peu pour paraphraser un de mes collègues qui a déjà dit, mais moi, je ne dirais pas 2022, je dirais, collègues, on est en 2023. Collègues, on est en 2023. Merci, M. Barré. Vous êtes un champion pour faire dire ce que vous voulez aux chiffres puis aux... Pardon? J'ai dit, vous êtes un champion pour faire dire ce que vous voulez à ce qu'on dit ou à ce qu'on est. Vous l'interprétez à votre façon. Bien, moi, j'ai... Parce que quand vous... Non, mais là, c'est à moi de parler. Vous avez parlé pendant 20 minutes. Oui, Là, c'est allez-y. Mais je vais avoir le droit de réplique. Non, Oui, au budget. Non, mais excusez. Vous avez dit on a parlé 45 minutes des nouveaux postes. C'est pas le cas, là, on n'a pas parlé 45 minutes. Oui. Mais vous avez le droit de dire ça. Deuxièmement, après ça, vous avez dit, M. Bilodeau, il a dit qu'il faudrait faire attention. Il a dit, oui, il faut faire attention, mais il a dit les postes qui sont proposés sont justifiés, puis il y en avait beaucoup plus que ça qui était demandé, mais on en a déjà coupé. Mais ça, vous ne le dites pas. Vous dites juste ce qui fait votre affaire. Après ça, vous nous dites 10,9 millions pour la promenade, mais c'est pas juste la promenade, c'est aussi la place des spectacles. C'est 2 choses que vous mettez dans la même. Que vous êtes un champion pour faire des amalgames, pour nous faire mal paraître, mais les gens du conseil ont quand même, en tout cas j'espère majoritairement, vont dire oui pour le budget, mais vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Mais je vous dis que vous faites dire ce que vous voulez à ce qu'on dit, puis vous l'interprétez à votre façon. Puis vous savez que si on avait baissé, si on avait monté d'1 % de moins, ça serait combien à peu près de moins par année de taxes pour chaque contribuable de la maison moyenne? Si je ne me trompe pas, là, 1 %, c'est à peu près 25 $. Ça veut dire que c'est 50 sous par semaine. Puis vous pensez que les maisons vont se vendre à cause de 50 sous. Vous avez le droit de le penser, mais moi, je ne suis pas d'accord. Puis,
À chaque fois qu'on ne monte pas nos taxes assez, en comparaison avec l'augmentation du coût de la vie, mais on s'appauvrit comme ville de Saint-Hyacinthe. Puis nos citoyens nous demandent de leur rendre des services, puis ils nous en demandent de plus en plus. Ils veulent avoir une belle bibliothèque, ils veulent avoir des beaux centres communautaires, mais ça a un coût, tout ça. Je sais qu'il faut faire attention, je suis le premier à le reconnaître, qu'il faut faire attention de ne pas trop monter nos taxes. Mais on n'a pas le choix en bout de ligne. Quand on paye des contrats de déneigement 30 de plus que l'année d'avant, quand on fait des achats de mobilier, peu importe, puis ça coûte de plus en plus cher, mais il faut que ça se paye à quelque part. Puis oui, on pourrait couper, on en a coupé parce que la direction nous l'a dit. Il y avait beaucoup plus de demandes. Au départ, quand ils ont commencé à travailler sur le budget, je pense qu'ils ont été obligés de couper 3 millions. Parce qu'il y avait 3 millions de plus de dépenses qui ont coupé au fil du temps. Mais ça, on ne le dit pas. On dit juste la finalité. Mais il y en a eu beaucoup de travail qui a été effectué par notre direction, par nos directeurs pour arriver à ce chiffre-là. Mais c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'arrêter 2 Mais 2 il y a bien des choses qu'on veut faire qu'on n'aurait pas pu faire. C'est juste ça que je veux vous dire. Je veux vous remercier, M. le maire, de votre compliment. Champion, je n'ai pas été traité de champion souvent dans ma vie. Merci, M. Barré. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Je vois qu'on reprend la tradition de se lever pour prendre la parole et je vais le faire ce soir, M. le maire, pour vous exprimer et surtout expliquer ma dissidence à l'égard du budget que vous avez présenté. Mais pour commencer, j'aimerais faire un préambule. Si je vote contre ce soir, je ne le fais pas pour me faire du capital politique. Je comprends très bien la nécessité pour une ville d'avoir les ressources pour financer ses projets, ses opérations, ses responsabilités. Puis c'est arrivé dans le passé, en 2013 et en 2014 notamment, où j'ai voté en faveur de hausse de taxes de 4 %. C'est déjà arrivé dans le passé. Mon vote aussi, ce n'est pas un désaveu envers l'administration municipale, envers nos employés qui font leur possible là, pour gérer avec rigueur l'argent des contribuables, puis souvent dans un contexte où il y a des facteurs externes qui viennent influencer leur travail. Comme le dit si bien notre directeur général qui nous quitte, il n'y a jamais rien de simple. Mais effectivement, actuellement, on vit une période qui n'est pas simple, une période d'inflation élevée. C'est tout un défi d'être capable de ficeler un budget. Puis, comme ancien administrateur de l'Union des municipalités du Québec, je suis bien conscient là, des limites de la taxe foncière comme mode de financement des municipalités. Puis, dans un contexte d'inflation, je vous dirais que les seuls qui s'enrichissent vraiment, puis ça a été dit dans les médias, bien, ce sont nos gouvernements supérieurs qui peuvent taxer, eux, la consommation, le revenu, puis le bénéfice des entreprises. Donc, ceci étant dit, M. le maire, pourquoi je vote contre le budget? Bien, il y a 3 raisons, puis c'est bien simple, c'est surtout par principe. La première, bien, je vote contre le budget parce que, comme l'a mentionné mon collègue de la Providence, l'ennemi à abattre en ce moment, c'est l'inflation. Il n'y a rien de pire que l'inflation pour appauvrir les personnes plus vulnérables, M. le maire, et je pense surtout aux retraités là, qui vivent avec leur rente puis avec leur épargne. Et pour abattre l'inflation, il y a 2 moyens. Soit on réduit nos dépenses, ou soit on limite l'augmentation des prix. C'est actuellement ce que demandent nos gouvernements supérieurs. C'est également ce que préconisent les experts, les économistes, puis c'est également ce que tente de provoquer la Banque du Canada avec ses hausses de taux d'intérêt. On veut ralentir les dépenses de tout le monde, puis on veut limiter la hausse des prix. Parce que l'inflation, on pourrait comparer ça à la fièvre d'une économie qui surchauffe. Puis quand on fait de la fièvre, bien, on essaye de la réduire. On n'essaye pas de l'augmenter. Puis dans ce contexte, quand je regarde le budget qui est présenté, j'ai l'impression qu'on fait le contraire ici à Saint-Hyacinthe. On dépense davantage, puis ça, on l'a mentionné. Il y a beaucoup, beaucoup de dépenses. Le conseil est très créatif. On veut tout de suite. Puis également, bien, on augmente le compte de taxes de 4,2 % en moyenne, ce qui représente la hausse la plus élevée depuis que je suis membre du conseil municipal. Mon constat, c'est que cette année, l'économie s'essouffle, puis j'ai l'impression qu'on ne crée pas assez de richesses pour être capable de soutenir le rythme des dépenses. Donc, on se voit dans l'obligation d'en transférer
une partie plus importante qu'à l'habitude auprès de nos contribuables. Puis, dans le contexte actuel, où c'est de plus en plus difficile pour nos citoyens et citoyennes de ficeler leur fin de mois, bien, c'est inacceptable. On doit, comme gouvernement municipal, montrer l'exemple, puis contribuer à cette lutte contre l'inflation. Comme l'a mentionné mon collègue de la Providence, encore une fois, je pense aussi qu'on aurait dû prioriser cette année un ralentissement des dépenses et davantage le remboursement de notre dette pour être capable de faire notre part au niveau de la lutte contre l'inflation et faire en sorte que nos contribuables puissent avoir un répit le temps que leur rémunération suive le rythme. D'une certaine manière, j'aurais fait moins sans en faisant aussi bien qu'à l'habitude. Parce qu'on a l'habitude à Saint-Hyacinthe de faire bien les choses. Donc, c'est la première raison, c'est que, comme municipalité, on doit donner l'exemple, puis on doit faire en sorte de lutter, puis de faire en sorte que cette inflation-là puisse baisser. Deuxièmement, puis ça, je l'ai mentionné déjà lors de la séance publique précédente, je vote contre le budget à cause de ce que notre journal appelle la taxe verte. Tout d'abord, moi, quand je regarde cette taxe-là, je me rends compte qu'elle n'a rien à voir avec une taxe verte. C'est une taxe foncière qui est tout à fait normale. C'est juste qu'on tente de la maquiller en vert pour faire en sorte que l'acceptabilité sociale soit meilleure. Mais une vraie taxe verte, Monsieur le maire, c'est une taxe qui, avant tout, pénalise les pollueurs, puis qui a pour objectif, à terme, de modifier durablement les comportements néfastes à l'égard de l'environnement. On peut, par exemple, penser à la taxation de la consommation de l'eau. Puis ça, c'est bien, là. Il y a des bons coups dans le budget quand même, mais ce soir, on va faire en sorte que la consommation d'eau des commerces, par exemple, des institutions, soit mesurée. Comme ça, ils pourront être taxés en fonction de leur usage réel. On taxe la consommation d'eau parce qu'on veut la réduire à long terme. On pourrait également taxer le stationnement. Ça, j'avoue qu'on n'a pas eu beaucoup de succès à ce niveau-là. On a déjà essayé dans le passé, puis ça n'a pas été un succès à Saint-Hyacinthe. Mais éventuellement, si on veut réduire notre dépendance à l'automobile, faire en sorte qu'il y en ait moins, puis que les gens se tournent vers un autre moyen de transport, le transport actif, il va falloir que le coût de l'automobile augmente. Puis la taxation des stationnements, c'est un bon moyen. On peut taxer le volume des déchets produits, c'est une autre option. Il y a des municipalités qui le font. On pourrait taxer l'étalement urbain. Ça, c'est bon, hein? Ceux qui s'installent loin là, du noyau urbain central, loin des services, à mon avis, ils pourraient payer plus cher. On pourrait taxer les îlots de chaleur, taxer la consommation, quoique c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir à ce niveau-là. On pourrait taxer l'abattage d'arbres. Il y a plusieurs moyens de taxer les comportements néfastes à l'égard de l'environnement. Puis pour moi, c'est comme ça que notre fonds vert devrait être alimenté. Parce qu'une taxe verte, c'est une taxe verte qui est plus juste pour ceux qui génèrent l'impact le plus grand sur l'environnement. Puis, il s'avère que souvent, ces personnes-là qui ont un impact plus grand sur l'environnement, qui ont une empreinte écologique plus grande, c'est souvent aussi les plus riches. Donc, c'est pour ça qu'il y a une question d'équité dans une taxe verte que je ne retrouve pas dans la taxe foncière spéciale qu'on met en place pour financer le fonds vert. Je l'ai mentionné, le fonds vert, c'est quelque chose de bien, c'est une avancée dans la bonne direction pour notre ville. On réserve une partie de notre budget pour investir dans des projets environnementaux. On l'a fait pour le logement social et abordable il y a une dizaine d'années, puis ça nous a fait avancer énormément. Donc, j'y crois. Il faut réserver un montant pour l'environnement, mais je ne crois pas à la manière qu'on va financer ce fonds vert-là. On devrait le financer avec de l'écofiscalité, on devrait le financer avec des taxes qui vont mettre à contribution, en premier lieu, les pollueurs, et pas ceux qui font des efforts à tous les jours pour protéger notre environnement, pour réduire leur empreinte sur l'environnement. Puis finalement, la troisième raison pour laquelle je vote contre le budget, c'est la création d'un taux de taxe distinct
pour les immeubles de plus de 6 logements qui vont subir cette année là, une augmentation de taxes de plus de 5 % Nos maisons unifamiliales vont monter de 4,2 % en moyenne, et nos logements vont monter de plus de 5 Monsieur le maire, ça, la prémisse de cette idée-là, c'est que les propriétaires de ces immeubles-là, bien, ils font des profits faramineux, ils s'en mettent plein les poches, puis ils vont gentiment payer la facture. Mais ce n'est pas le cas, Monsieur le maire, malheureusement. La réalité, là, c'est que la hausse de taxes plus élevée qui va s'appliquer sur les immeubles de 6 logements et plus, bien, elle va être transférée directement aux locataires qui, avec ce nouveau taux, bien, verront leur facture augmenter à un rythme plus élevé que des propriétaires de maisons unifamiliales. Mais ça, dans ma tête, ça ne fait pas de sens dans un contexte où on travaille d'arrache-pied pour maintenir l'abordabilité de nos logements sur notre territoire. On vient, d'une certaine manière, puis ça c'est mon interprétation, là, j'ai peut-être tort, mais on vient pénaliser les locataires avec une hausse plus importante, alors que c'est souvent les locataires de ces immeubles-là qui sont les plus vulnérables. Puis il y a souvent des gens à Saint-Hyacinthe, on le sait, les logements abordables sont rares, mais il y a des gens qui sont obligés de payer des loyers élevés parce qu'ils n'ont tout simplement pas le choix. Puis c'est rendu que dans leur revenu, la proportion dédiée à l'habitation tourne autour de 50-60 %. Puis c'est ceux-là qui vont être le plus défavorisés parce que leur immeuble va être taxé davantage que les maisons unifamiliales. Moi, j'ai de la misère à comprendre, puis c'est finalement la dernière raison qui explique pourquoi je vote contre ce soir le budget, M. le maire. Merci. Merci, M. Bousquet. Je suis content d'apprendre qu'en tant que président du comité consultatif de développement durable, vous avez déjà plusieurs idées en tête que vous allez nous proposer en 2023 pour arriver avec des nouvelles taxations l'année prochaine pour 2024. Parce que vous en avez nommé pas mal, plusieurs, que je pense que vous allez avoir le temps de travailler dans l'année pour le prochain budget pour avoir d'autres sources de financement pour notre fonds vert, que ça me rend très heureux. Monsieur Harpin. Merci, M. le maire. Moi, je vais rester assis. Je suis un jeune conseiller, plus nerveux, besoin de tous mes papiers. Je n'ai pas l'expérience de mon ami Bernard. Pour les 30 quelques années, il faut les reconnaître. Mon ami David. Moi, je vais voter pour le budget. OK? Premièrement, pourquoi je vote pour le budget? Je me sens responsable de la réalité. La réalité, c'est l'inflation. Je ne ferai pas de grand débat, de lecture d'articles, de journaux, ces choses-là. Elle est là, l'inflation. Elle est là partout. Aujourd'hui, j'ai été au petit restaurant du coin. La réalité, on l'a vu. Tout le monde se bat avec ça. Et la Ville ne peut pas faire de miracle. Puis, pour avoir choisi de voter pour, bien, je tiens à féliciter la direction générale, M. Bilodeau, Mme Frigon, M. Dubois, au niveau des finances, et toute l'équipe. Parce qu'au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, on nous a fourni de la documentation, de l'information pour prendre une décision éclairée. À partir de là, j'ai pris ma décision, je me sens confortable. Ce que j'aime aussi, je suis dans mon préambule, ce que j'aime aussi, c'est l'indépendance du Conseil. De voir M. Barré se lever, s'objecter, bravo. Que M. Bousquet s'objecte pour des raisons différentes, bravo. Ça me rassure qu'on soit justement des indépendants, qu'on n'ait pas une ligne de parti, parce qu'on entend parler beaucoup de la politique. On va venir nous en parler encore pendant 3 ans, je respecte ça, mais ici, il n'y a pas de ligne de parti. Chacun, ce soir, dit ce qu'il veut, comme il veut, à sa façon. Et j'ai entendu mon ami David, le conseiller de Sacré-Cœur, mais qui est mon ami aussi, et on travaille tous les deux dans les logements sociaux, les logements abordables. On a le même objectif, mais le paradoxe, dans le budget ce soir, c'est la différence. Okay? La différence de la vision, puis je l'ai partagée avec David. Et on a un grand respect, comme tous les autres conseillers aussi, que je félicite. On est capable de débattre, partir, puis après ça, se respecter. Et c'est tout le monde. Notre ami Bernard frappe fort des fois, mais tu t'assieds avec, tu discutes de points, il est capable de discuter, il passe à d'autres choses. Il n'y a pas d'entêtement, okay, un par rapport à l'autre pour gagner son point. Je vais parler de la fameuse taxe de 5 % pour les 6 logements et plus. J'ai voté pour, en plénier. À un moment donné, David m'a expliqué que lui, il voterait contre. Ça m'a interpellé. Parce que vous le savez, les logements sociaux, c'est un de mes chevals de bataille. C'est une des raisons pourquoi je suis ici. C'est pour ça aussi que je suis dans un autre organisme.
Je me suis fait une petite tisane, j'ai allumé mon ordi, j'ai sorti mes feuilles, un peu comme ici. J'ai dit, c'est-tu un bon coup ou c'est pas un bon coup? J'ai-tu pris une bonne décision ou pas une bonne décision? Bien, j'ai mis ça sur une feuille. J'ai regardé ça, je dis, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est équitable envers tout le monde? L'impact de la majoration à 5 L'opportunité, ça va rapporter 300 000 annuellement. M. Baril l'a dit, on a investi 1,2 million dans le logement social. Tout le monde, on investit, ça fait partie des grands engagements. Bien, c'est une opportunité pour moi, ça. Est-ce que je suis équitable? On reprend la feuille, on marque équité, logement. On refouille dans mes papiers. Ah! M. Dubois nous donne de l'information. Les logements de 6 logements et moins sont évalués à 222 000 Parce qu'oubliez pas, quand on paye un compte de taxe, on le paye en fonction de la valeur du logement ou de la valeur de la propriété. Ils sont à 222 000 Les 6 logements et plus, ils sont évalués à 108 000 OK? Autant les nouvelles constructions, parce que c'est des moyennes que je vous parle, qui vont être des logements au 4e, 5e étage, toutes vitrées, la moyenne est à 108 000 OK. C'est 49 de moins élevé en évaluation municipale des plus que 6 logements. Ouais, OK. On ne dira pas aux gens qui sont dans les 6 logements et moins qui payent 20 $ de plus en moyenne par année de taxes que ceux qui sont dans des logements de 6 et plus. On parle de pourcentage, 3,75, 4,99. Ça fait quoi dans mon portefeuille? Je prends ma calculatrice, fouille. Bon, sans aller dans des grands détails théoriques, là, on ne sortait pas la calculatrice personne, je vais vous donner les résultats. La différence entre les deux, c'est 0,0085 sous du cent. Bon, ça veut dire quoi, ça? J'ai dit, on va la regarder. On m'a fourni la liste de tous les logements, par quartier, par valeur. J'ai dit, on va voir que ça a l'air. L'impact réel des logements luxueux ou modestes. Mon ami du centre-ville va comprendre ce que je veux dire. Que les locataires vont payer, OK, directement ou indirectement, parce qu'on le sait. Si le propriétaire reçoit une augmentation de taxes, ça fait partie des dépenses et ça va s'imputer dans le loyer. Logement luxueux, un certain quartier, 144 000 la valeur des logements. Logement centre-ville, 87 668 Il y a 4 quartiers. Hertel-Notre-Dame, qui est mon quartier. Cascade, qui est M. Caron. Saint-Sacrement, la main était de jour. Et Laurier sont les 4 quartiers les plus pauvres. OK? C'est 50 des logements. Mais c'est des logements aussi qu'on peut s'attendre. On a un exemple au centre-ville où ce que les promoteurs vont s'attaquer, ils vont les démolir et on va manquer de logements abordables, comme M. Bousquet a dit. Puis c'est vrai. Là, je suis content d'avoir un 300 000 de plus parce qu'en même temps, je vais avoir des difficultés. Puis je vais pouvoir peut-être conserver des logements abordables, prendre cet argent-là, les sauver, comme on vient de le faire pour la buanderie, le fameux projet, là, c'est la Framboise. Bon, qu'est-ce que ça représente en réalité de plus, la différence entre les deux? Parce que si on n'appliquait pas la taxe de 5 on aurait appliqué 3,75 Donc, le logement luxueux de 144 000 il va avoir un coût supplémentaire par logement de 12,27 Ça veut dire 1,2 $ par mois. Le logement que je vais appeler modeste, j'ai pris comme exemple le centre-ville, ça va être 7,45 soit 62 sous par mois. 40 de moins que les logements luxueux. Est-ce que la réalité, c'est 50-50 au niveau des logements? Il y a 5 000 logements luxueux, il y en a 4 500 logements plus modestes. Moi, je pense que la disparition des logements abordables, pauvres, va se faire, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, par des promoteurs, puis des fois, on ne peut pas les empêcher. Par contre, la Ville s'est engagée dans les logements sociaux et s'est engagée aussi dans les logements abordables. Logements abordables, c'est des logements qui ne sont pas subventionnés par le gouvernement présentement. C'est entre les deux. Et on essaie de les conserver. Mais on va devoir trouver des choix quelque part. Compte tenu de ça, pour moi, c'est la bonne décision, M. le maire, et c'est pour ça que j'approuve le budget ici ce soir. Merci, M. Harpin. Il y a d'autres gens qui veulent intervenir. Donald Côté, s'il vous plaît. Oui, M. le maire.
Je ne rentrerai pas... Est-ce que c'est mon... C'est mon tour aussi. Je ne rentrerai pas des arguments contre M. Barré ou contre M. Bousquet ou quoi. Est-ce que mon micro fonctionne? Oui. Oui? OK. C'est vraiment pour... c'est sûr, j'ai présenté le budget. Je suis pour le budget, malgré le fait que j'avais quand même une certaine réticence par rapport au fonds vert, c'est-à-dire à la taxe, comme M. Bousquet, sur l'aspect, sur la charge aux agriculteurs. Bon. L'UPA s'est positionnée, pas directement pour nous à Saint-Hyacinthe, mais pour l'ensemble de l'agriculture, pour préserver, en fin de compte, nos terres et ainsi de suite. Bon, ça, c'est un élément qui m'a fait évoluer en faveur du... L'autre point, puis je n'ai pas préparé là, un préambule comme mes collègues, qui a été très, très bon, aucun doute. Ce que je voulais dire quand même, si on fait un regard sur l'ensemble de Saint-Hyacinthe, sur la ville de Saint-Hyacinthe, je ne dirais pas au niveau prospérité, mais au niveau, c'est-à-dire au niveau du travail, au niveau de ce qui se passe dans notre société. Oui, M. Bousquet l'a bien détaillé. M. Barré, la même chose. On n'est pas sur, comment je dirais, sur une senteur d'eau de rose partout. Mais quand même, l'emploi est solide. Les investissements sont bons. La population en général travaille, a des salaires, dans certains cas peut-être pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait, mais quand même l'économie est solide. Il s'agit de se promener en ville pour voir les développements qui se font, soit dans le résidentiel ou dans le locatif, et également, comme M. Bousquet l'a bien dit, et aussi M. Harpin, sur ce que la ville a fait et fait encore pour supporter certains secteurs et certaines personnes qui sont, oui, il ne faut pas se cacher la tête dans le sable, il y a quand même des foyers qui sont dans la difficulté et je pense que la Ville fait un très, très bon travail pour les assister. Et juste un point en terminant, par rapport à le support que la population fait pour les moins nantis de notre société, juste un exemple. La semaine dernière, au Conseil, je disais que dans ma tournée à la Guignolée, dans notre secteur, puis c'est sans doute semblable un peu dans toute la ville, que la générosité des gens s'était renversée. Juste comme exemple, j'ai eu les résultats pour notre district à Sainte-Rosalie. Il s'est ramassé en denrées 3,8 tonnes de denrées consommables. Au point de vue cash, c'est-à-dire montant d'argent comptant, on a récupéré, on a ramassé 5 200 $ cash comptant. Alors, oui, d'un côté, il y a des éléments négatifs, ça ne dit pas des éléments, mais il y a des secteurs où ça va moins bien. Par contre, si on regarde l'ensemble, Saint-Hyacinthe se porte bien. Le budget qui a été préparé, je pense dans cette philosophie que Saint-Hyacinthe a quand même les reins suffisamment solides pour pouvoir, comment je dirais, supporter le budget qui nous est présenté. Alors, moi, c'est pour ça que j'ai voté pour. Merci. Merci, M. Côté. Est-ce qu'il y a juste M. Parce qu'on a la prochaine réunion dans 7 minutes. Sinon, on va suspendre. M. Thériault. Monsieur le maire, rapidement, j'aimerais rassurer la population. Lorsqu'on fait un budget, lorsqu'on établit un plan triennal, on ne part pas avec un taux d'acceptation de qu'est-ce que le niveau de taxe devrait être pour que ça soit accepté en général. Ça n'a absolument aucun rapport. On commence par le plan triennal d'immobilisation et sur une période de 3 ans, on décrit nos objectifs qu'on veut atteindre. On fait ça, on ne fait pas ça, on met ça en premier, on met ça en deuxième. Et lorsqu'on accepte le plan triennal d'immobilisation, bien, je n'ai pas vu beaucoup de gens lever la main et dire « bien, venez donc couper ça dans mon coin ». Alors, on a accepté un paquet de projets qu'on veut faire en collectivité pour faire avancer notre ville. Et ensuite, lorsque le budget arrive et qu'on remet ça à la direction générale, regardez, c'est ce qu'on veut faire, bien, la direction générale nous arrive après avec une facture. Ça coûte tant. Et cette facture-là, c'est ce qui va dicter le taux d'imposition, c'est ce qui va dicter le pourcentage qu'on a besoin de charger aux gens pour atteindre les objectifs, les rêves de la collectivité. On ne peut pas dire oui à tout. Juste au niveau de nos 9 centres de loisirs, on a des demandes supérieures
supérieur au budget de la ville total. C'est pas compliqué, il n'y en a pas plus de 135 millions de demandes. On ne peut pas dire oui à tout. Par contre, dans la réalité d'aujourd'hui, lorsqu'on a payé des 2 par 4 au-dessus de 9 des feuilles de plywood à 100 le 4 par 8, 3/4 select, je suis désolé, la ville, quand elle fait des travaux, ça coûte aussi beaucoup plus cher. Tous les citoyens s'en aperçoivent dès qu'ils veulent rénover, quand ils achètent leur épicerie. Et il serait déraisonnable de la part de la ville de Saint-Hyacinthe d'abaisser le taux de taxe pour simplement pelleter par en avant, puis dans 2 ans, être pris pour l'augmenter de façon éhontée. On a fait notre devoir responsable, on a fait un travail assidu, et c'en est le résultat. Puis pour avoir une bonne ville bien gérée, en santé, moi, je vote pour le budget. Il a été réfléchi. Merci, M. Thériault. Mme Pelletier, puis après ça, on va suspendre la réunion parce qu'on va manquer de temps pour la réunion de 20 heures. On va revenir. Merci, M. le maire. Alors, si je vote pour, c'est parce qu'on est des gens responsables à la ville. Oui, il y a des gens qui votent contre. C'est tout à fait normal. On est tous des indépendants. Moi, je fais confiance à nos citoyens, nos citoyennes de la ville qui nous font confiance, qui nous ont élus avec la nouvelle direction générale. Moi, j'invite aussi. Vous allez voir des postes, l'ouverture des postes. Oui, peut-être qu'il va y avoir des contrats, mais je vous invite à faire confiance à la nouvelle direction générale, à dire à nos futurs employés, oui, il va y avoir encore de la permanence, et on est un bon employeur, s'il vous plaît. Puis je remercie tous les citoyens. Oui, c'est une hausse pour moi aussi, tout le monde alentour de la table, dans mon secteur, dans tous les secteurs. Il faut serrer la ceinture, mais on veut quand même des beaux projets. Hein? Si je me souviens de l'étagement ferroviaire, qu'on devait augmenter un taux de taxe, on ne l'avait pas fait. Alors, bien, ça aussi, ça nous rattrape. Tout nous rattrape. Et moi aussi, à un moment donné, j'ai fait, comme mon collègue André Arpin, j'ai calculé pour les taux des immeubles et autres, et pour le fonds vert aussi. Mais je me suis dit, le fonds vert, c'est la première année. Il faut se donner bonne conscience. Et M. Bousquet nous amène certainement des belles solutions pour le prochain budget 2024. Alors, merci. Merci de votre confiance. Et je vous dis, à l'entour de la table, on est des conseillers, conseillères responsables. Merci, Mme Pelletier. M. Caron, 2 minutes, puis on serait correct pour conclure la réunion. Elle est passée. Mais allez-y. Parce qu'il faut... Okay, on va suspendre la réunion, parfait. Je vais prendre une résolution pour suspension de la séance, proposée par M. Coulombe, appuyée par M. Barré, de déclarer la suspension de la première séance extraordinaire à 19h57 pour permettre la tenue de la deuxième séance extraordinaire convoquée à 20h. Qu'on vous revienne tout de suite. Merci.
Bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du lundi 12 décembre à 20 h. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence. Vous pouvez vous asseoir. Nous en sommes à notre réunion extraordinaire en rapport avec nos règlements. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des commentaires des citoyens? Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Monsieur et Madame les conseillers. Bertrand Lemay, ici. J'ai été informé que le budget par le service de l'évaluation était à 8 heures. Alors, je m'excuse d'être en retard, là. Je vois ça. J'ai quelques questions à vous poser. Je dois savoir quel est le taux d'intérêt que la Ville paye actuellement sur ses emprunts à court terme, considérant que la Banque du Canada a maintenant son taux d'escompte qui est surélevé à 4,25 %. Je ne pourrais pas vous dire exactement si on en a fait dernièrement. Là, je sais que le dernier emprunt à long terme était à 5,2 de mémoire. Mais les emprunts à court terme, je ne sais pas si on a eu emprunté à court terme dernièrement. M. Blodeau, est-ce que vous êtes au courant? Excusez, vous avez tout à fait raison pour ce qui est du long terme. Pour du court terme, habituellement, c'est un peu plus élevé, mais je n'ai pas le taux exactement là, en tête. On n'est pas loin de vraisemblablement 6 là. 6 oui, c'est ça. Ouais. 6 c'est aux alentours du prime rate des banques canadiennes à ce moment-là. C'est ça, ouais. C'est le prime rate à ce moment-là, ça en a eu. Ouais. Autre question pour vous. Je vois que vous avez une nouvelle taxe spéciale sur le fonds vert, là. Oui. À quoi ça va servir, cette taxe-là? C'est pour répondre aux aspirations de notre plan de développement durable. Ça va être une taxe qui va s'adresser à l'environnement. C'est une question qu'on a répondu au début de la réunion précédente. C'est vraiment pour l'environnement, notre fonds vert, notre plan de développement durable. OK. Est-ce que les terres agricoles qui entourent la ville de Saint-Hyacinthe vont être imposées sur cette nouvelle taxe-là aussi? Cette taxe de fonds vert-là va toucher tout le monde, autant l'agricole, le résidentiel, le commercial et l'industriel. OK. Parce que les terres agricoles font déjà partie du fonds vert et font de la biodiversification en même temps. Alors, il y aura une taxe spéciale sur eux autres qui font de la diversité et le fonds vert en même temps. C'est à peu près 20 par 290 000 d'évaluation. 20 par 290 000 d'évaluation. Ouais, les terres sont toutes évaluées à une couple de millions. Ici, je sais, mais je vous donne un exemple si vous voulez calculer pour vous. Oui, ça donne un assez montant élevé. Est-ce que vous avez reçu l'autorisation du ministère de l'Agriculture pour cette surtaxe-là des terres agricoles, vu qu'il y a un crédit foncier qui s'applique par le gouvernement du Québec? Bien, le MAPAC vous rembourse 70 des taxes que vous payez. Et moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir d'acceptation du ministère pour procéder à cette taxe-là. Je me fie à notre administration. Là. Est-ce qu'elle va être incluse dans le remboursement de taxes foncières du gouvernement du Québec? Elle devrait l'être, parce que c'est une taxe que vous allez payer sur la valeur de vos terres. OK. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas. Pas de raison qu'elle ne soit pas, OK. Et dernière question, au niveau de la taxation générale foncière, sur votre plan d'action, comment allez-vous procéder pour le projet de sélection retraite qui est maintenant tout arrêté? Bien, on espère que ça va redébuter prochainement, parce qu'on a des rumeurs que ça pourrait recommencer rapidement, mais on n'a pas de certitude. Mais nous autres, on a vendu le terrain, on a été payés comme municipalité. Le promoteur avait une obligation de débuter, de construire ses fondations dans la première année. Il a respecté. Là, maintenant, c'est la firme PricewaterhouseCoopers qui gère le dossier pour sélection. Et on espère qu'ils vont réussir à relancer le projet le plus rapidement possible, ou le projet sera peut-être vendu. Mais je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs qui ont déjà les yeux sur ce projet-là, que c'est quelque chose d'encourageant. Mais ce n'est pas un projet, je pense, qui va demeurer sans mouvement, sans suite très longtemps. J'ai l'impression que ça va redébuter rapidement. C'est ce qu'on souhaite comme conseil municipal. Bon, je comprends. Bon, et merci de vos réponses. Merci beaucoup. Merci. Nous en sommes au point 2, la période d'information des membres du conseil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à mentionner? Non, tout est beau pour tout le monde. Au point 3, l'adoption de l'ordre du jour. Madame Gagné.
Oui, Monsieur le maire. Alors, je propose l'adoption de l'ordre du jour tel que soumis. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Bousquet. C'est adopté à l'unanimité. Le point 4, droit supplétif aux droits de mutation immobilière, loi concernant les droits sur les mutations immobilières. M. Harpin. Merci, Monsieur le maire. Considérant les articles 20.1 à 20.10 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, je propose de prévoir qu'un droit supplétif aux droits de mutation doit être payé à la Ville dans tous les cas où survient le transfert d'un immeuble situé sur son territoire et où une exonération la prive de paiement du droit de mutation à l'égard de ce transfert. D'appliquer les modalités prévues à l'article 20.4 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières relativement aux transactions immobilières dont les droits sont exonérés. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Gagné. C'est adopté à l'unanimité. Le point 5, adoption du règlement numéro 660-1, abrogeant le règlement numéro 7 et modifiant le règlement numéro 660 sur l'utilisation de l'eau potable. M. Bousquet. Merci, Monsieur le maire. Considérant que copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 660-1, abrogeant le règlement numéro 7 et modifiant le règlement numéro 660 sur l'utilisation de l'eau potable. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, adoption du règlement numéro 668, modifiant le règlement numéro 485 concernant la cotisation à être payée par les membres de la Société de développement commercial et décrétant la cotisation imposable en vertu de l'article 458.27 de la Loi sur les cités et villes pour l'exercice financier 2023. M. Caron. Oui, Monsieur le maire. Considérant que copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 668, modifiant le règlement numéro 485 concernant la cotisation à être payée par les membres de la Société de développement commercial et décrétant la cotisation imposable en vertu de l'article 458.27 de la Loi sur les cités et villes pour l'exercice financier 2023. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Barré. C'est adopté à l'unanimité. Le point 7, adoption du règlement numéro 669, modifiant le règlement numéro 360, 610, 611 et 612 relativement aux divers modes de tarification. M. Thériault. Oui, Monsieur le maire. Alors, les considérants sont les mêmes que mon collègue Bousquet et M. Caron. Et en conséquence, je propose d'adopter le règlement 669, modifiant les règlements 360, 610, 611 et 612 relativement aux divers modes de tarification. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Barré. C'est adopté à l'unanimité. Le point 8, adoption du règlement numéro 670, décrétant la taxation et les compensations pour les services municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que copie du projet de règlement a été remis à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, considérant que mention a été faite de l'objet du règlement et de sa portée, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 670 décrétant la taxation et les compensations pour les services municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Côté. C'est adopté. Seulement, moi, je vais voter contre. Ayant voté contre le budget, je vais voter contre cette résolution-là. M. Barré vote contre. M. Bousquet vote contre. C'est appuyé à majorité 9-2. Le point numéro 9, adoption du règlement numéro 672 sur l'assainissement des eaux usées. M. Côté. Pour les deux considérants, c'est copie conforme à mes prédécesseurs. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 672 sur l'assainissement des eaux usées. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, la levée de l'Assemblée, proposée par Mme Bédard et appuyé par M. Huard.
de déclarer la levée de la séance à 20h10. Merci beaucoup pour votre écoute. On vous revient dans quelques secondes pour la poursuite de notre première réunion sur le budget. Je prendrai la séance extraordinaire du 12 décembre 2022, reprise des délibérations proposées par M. Huard et appuyée par Mme Pelletier, de reprendre les délibérations de la première séance extraordinaire du 12 décembre 2022, suspendue à 19h57, et on va reprendre à 20h10. On en était rendu à l'approbation du budget. Il y a des gens qui voulaient s'exprimer. Ce n'est pas tout le monde qui avait eu le temps de parler. Là, j'ai M. Caron qui veut parler, M. Huard après. Ah, M. Huard, on me dit M. Huard, c'est bon. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. J'ai regardé les chiffres par rapport aux autres villes. Moi, c'est ce qui m'intéressait le plus dans la démarche, là, voir si nos fonctionnaires allaient faire leurs travaux par rapport à tout ça, pour voir où on se situait, parce qu'on se compare souvent à des villes qui sont assez limitrophes à nous. Si j'ai regardé une ville qui est quand même semblable, Mascouche, 5,94, Chambly, 5 Sainte-Thérèse, 5,7, Blainville, 5,52, Drummondville, ça vient tout juste de sortir, 4,43. Ensuite, il y a Granby qui est à 3,5 et Rimouski à 3,6. Moi, si je regarde la globalité des chiffres actuellement, avec notre 4,19 pour les citoyens sans piscine, bien, je suis très à l'aise. Puis, avec les projets qu'on a sur la table, bien, on veut rendre notre ville rayonnante, puis on ne veut pas couper dans le service aux citoyens, mais il y a une seule chose pour rassurer certains collègues, je suis sûr que l'administration va faire l'impossible pour éviter les dépenses inutiles, puis ils sont déjà à l'œuvre, puis ils font leur maximum pour donner le plus aux citoyens pour l'argent qui est investi pour la ville de Saint-Hyacinthe. Je suis tout à fait d'accord avec vous que notre administration, pour siéger au conseil municipal depuis 13 ans, font toujours l'impossible pour ne pas dépenser pour rien. Les dépenses sont tout le temps justifiables, puis j'en suis convaincu. Monsieur Caron. Oui, Monsieur le maire. J'ai été le premier, tu sais, quand on est arrivé, puis j'ai eu la présentation, où est-ce qu'on voulait aller en tant que ville par rapport à la taxation au niveau du logement. J'ai trouvé ça élevé sur le coup. Mais moi aussi, j'ai fait mes calculs. J'ai regardé où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on veut faire, puis on m'a rassuré. Parce que je me souviens bien, quand je suis arrivé en poste, on n'en faisait pas tant que ça pour le logement. On ne faisait pas grand-chose même. Ça faisait des années et des années qu'il ne se faisait quasiment rien. Aujourd'hui, on dépense 1,2 million. C'est ce qu'on a dépensé en 2022. Puis je pense que 2023, on va en faire encore plus. On s'est assuré de donner des moyens à Habitation Masca de pouvoir se projeter vers l'avenir puis faire en sorte de protéger le logement abordable qu'on a. Fait qu'on va s'assurer pour qu'ils puissent le faire. Mais ça nous prend des moyens pour le faire. Puis je pense que cette taxation-là va faire en sorte de nous aider à atteindre ces objectifs-là. D'ailleurs, au budget, on a augmenté de 200 000. On est rendu à 800 000 d'argent qu'on met. On s'est assuré de mettre. Ça, c'est sans compter tout ce que c'est qu'on fait à part de ça à côté. Parce qu'on est là en soutien, que ce soit pour Habitation Masca, mais que ce soit aussi pour les organismes qui aident ces gens-là, qui habitent dans ces logements-là. On est présent, M. le maire. On est présent en tant que ville, pas mal différemment de ce qu'on faisait par le passé, parce que moi, je me souviens, dans un certain temps, on me donnait des billets d'autobus pour aller à Montréal. C'est plus le cas. Aujourd'hui, on s'occupe de notre monde. Mais on fait en sorte de travailler tous ensemble dans la même direction. Puis ça, c'est la même chose que la direction générale est en train de faire avec l'administration de notre ville. Tout est en transformation présentement pour répondre aux besoins de 2022, puis 2023 bientôt. Mais ça, là, c'est un exercice qui a été réfléchi longuement par notre directeur général en place présentement, puis la suite qui est là aujourd'hui.
Bien, ça, là, c'est quelque chose, on a une vision d'avenir pour Saint-Hyacinthe qui va faire en sorte qu'on va être encore plus solide pour faire face aux réalités de demain. Puis moi, j'ai confiance que ce qui s'en vient, là, c'est juste le meilleur pour nous autres. Parce que, de la manière qu'on réfléchit à Saint-Hyacinthe, on pense à nos citoyens, on pense à nos gens les plus défavorisés, puis on dit qu'on est présent. On a du transport collectif gratuit, en projet pilote encore, mais bientôt, là, je suis sûr qu'on va l'avoir permanent. Je suis confiant. Fait que ça, là, c'est des choses qui sont importantes parce qu'on est supposé d'être là pour nos citoyens, puis c'est ce qu'on fait à Saint-Hyacinthe. Puis le budget qu'on a cette année, là, bien, c'est un budget qui est raisonnable. Il est raisonnable parce qu'on a de grandes ambitions, mais on va y aller par petites bouchées. On a des gros projets, mais on va y aller par étapes. On a des projets de parc. Oui, on va l'acquérir, notre parc, mais on va le planifier, on va le budgéter dans le temps pour être capable de les réaliser. Mais on ne fera pas les choses à moitié à Saint-Hyacinthe parce qu'on n'est pas une ville qui fait les choses à moitié. On a juste à regarder la belle bibliothèque qu'on va avoir bientôt. Bien, ça va être une des plus belles bibliothèques au Québec. Bien, c'est ça qu'on fait à Saint-Hyacinthe. On fait des belles affaires. On a des centres sportifs, on a le centre Humania, on a notre piscine. On a des belles infrastructures, mais on prend le temps de bien les construire, ils sont bien administrés, puis on est capable de les payer dans le temps. C'est ce qu'on fait à Saint-Hyacinthe. Puis le budget qu'on a, il est raisonnable, M. le maire. Puis moi, je suis parfaitement d'accord avec mes collègues qui sont d'accord avec moi de faire en sorte qu'on y va de l'avant. Puis cette année, c'est comme ça que c'est. Merci, M. Merci, M. Caron. Je suis d'accord avec vous, mais dans le logement social, on en faisait un peu avant votre arrivée quand même. Je vais vous rappeler le projet Morrison de 24 logements et le projet Papineau de 25 logements, qu'on était déjà dans cette lancée-là de la création de logements sociaux dans les années précédant votre arrivée. Mais oui, depuis que vous êtes arrivé, vous avez mis beaucoup de pression pour qu'on en fasse plus, puis je pense qu'on en fait plus aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient? M. Coulombe et Mme Gagné après. Merci, M. le maire. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont dites ce soir. Des contre, des pour. On peut penser, comme M. Harpin le dit, on est tous des gens indépendants au niveau du conseil. On n'a pas de lien et on n'a pas d'attachement à personne. Dans un premier temps, j'aimerais vous féliciter pour la présentation. Vous avez fait une super belle présentation. J'aimerais remercier aussi notre personnel de direction avec les acolytes qui ont travaillé très fort. On sait que ces gens-là, là, ils rentrent à 8 heures le matin, puis pas nécessairement là, que 4h30, ils punchent, ils s'en vont. Ils ont travaillé très fort les derniers mois pour nous présenter quelque chose de concret. Une belle présentation. On a travaillé très fort, nous aussi, lors des présentations qu'ils nous ont faites. Monsieur Huard a mentionné plusieurs villes au niveau des pourcentages plus élevés que le nôtre. Moi, je suis persuadé que ces villes-là n'ont pas les services qu'on donne à nos citoyens. Et je m'explique. Quelle ville qui soutient 10 quartiers de loisirs? Quelle ville qui soutient 8 piscines? Dans Orientation priorité, dernièrement, printemps passé qu'on a fait, effectivement, si on aurait voulu, on aurait pu en fermer quelques-unes. M. Bousquet a mentionné que Trois-Rivières, il voulait en fermer 5 sur 7. Nous, on a maintenu ce que l'on avait. Les citoyens le méritent. On l'a, c'était pas pour les enlever nos piscines. Donc, maintenant, pour les entretenir, on sait les coûts qu'on a émis à l'Assomption, que ce soit le centre communautaire, les piscines ou quoi que ce soit. Donc, quelque part, pour 4,20 d'augmentation pour 2023, moi, je pense que c'est raisonnable, étant donné qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de trucs qui s'en viennent. On a juste à penser l'usine d'épuration. Probablement, ça va nous coûter 30 millions d'ici 2025. Donc, à quelque part, je pense que c'est justifié notre augmentation, qui donne 107 $ pour une maison moyenne de 190 000 et tout ça. Moi, je vais voter pour le budget et je veux rassurer les gens. Oui, effectivement, on a fait des efforts à ce niveau-là. On ne voulait pas aller plus élevé. On l'était un petit peu. On a coupé quelque part pour le ramener un peu. Et tout ça. Donc, effectivement, moi, je vote pour ce budget-là. On verra à l'automne 2023 pour le 24. Merci. Merci, M. Coulombe. Puis je vais aller dans votre sens. Lors de l'exercice au printemps passé d'orientation priorité, le Conseil a dû faire des choix. On a priorisé certaines choses. Il y a des choses qu'on a dû dire non. C'est jamais facile de dire non, mais on a dit beaucoup plus de non que de oui dans notre orientation priorité. Puis on a priorisé, puis on
On a dit qu'on s'occuperait de notre centre-ville, qu'on s'occuperait de notre communautaire, de nos logements sociaux, puis c'est la preuve, on le fait en ce moment, là. Notre budget est orienté en ce sens-là, je pense qu'on fait ce qu'on a dit. Madame Gagné. Oui, Monsieur le maire, merci. Je vais être brève. Moi, je retiens 3 chiffres. Le chiffre d'augmentation du coût de la vie, 6,75, l'estimation qui est faite actuellement. Le chiffre moyen qui nous a été communiqué par l'UMQ, le chiffre moyen d'augmentation dans les villes qui est de 6,25 et le nôtre qui est de 3,75 plus la taxe d'eau, donc ça fait 4,19. Non seulement je suis pour le budget, mais je suis même fière. Je suis fière du résultat auquel on est tous arrivés, en particulier notre administration qui nous a énormément soutenus dans toute la démarche. Donc, je suis fière de la démarche, je suis fière du résultat. Je vois là-dedans toutes les décisions qu'on a prises, non seulement depuis septembre, mais au fil de l'année. Chaque fois qu'un dossier nous a été présenté, il était vraiment évalué, mesuré, et on est toujours allé à l'essentiel, entre autres au niveau de la masse salariale. Je pense que les augmentations de nombre de postes sont tout à fait justifiées, l'ont toujours été au fur et à mesure. Alors moi, je suis contente, ça va nous permettre de maintenir, oui, notre service aux citoyens en particulier qui sont démunis, qu'on a besoin d'aider. Et comme la contribution est proportionnelle, bien, ceux qui sont mieux nantis, plus à l'aise, vont contribuer eux aussi plus. Alors, je suis contente de ça et j'ai hâte de nous revoir dans une année pour voir notre taux de réussite de nos prévisions. Merci, Mme Gagné. Mme Bédard. Oui, merci, M. le maire. Ce que je voudrais rajouter aux citoyens, en fait, on a beaucoup de questions sur le fonds vert, hein, c'est nouveau. Le fonds vert, c'est vraiment pour préserver notre environnement. Le budget qui est alloué va être vraiment pour le préserver, en fait. Puis c'est collectivement qu'il faut le faire. Donc, puis on a été transparent. C'est vraiment, on va savoir le montant qui est dans le fonds vert et on va l'utiliser pour des projets pour l'environnement. Donc, vraiment, on est du côté de la transparence. Je voudrais effectivement, comme mes collègues, remercier. Tu sais, c'est notre premier vrai budget là, en tant que nouveau. Donc, on l'a analysé, on a posé énormément de questions. On avait des rapports super bien, mais on est allé vraiment avec des questions. Donc, la direction a su répondre rapidement, puis on aime ça regarder ce qui se fait ailleurs et tout ça. Donc, je suis vraiment contente de ce qu'on présente aux citoyens aujourd'hui, puis c'est pour ça que je vote pour. Puis s'ils ont des questions sur le fonds vert, là, ils peuvent me contacter, là, il n'y a pas de problème. Merci, Mme Bédard. En terminant, moi, je voudrais remercier notre direction, notre directeur général, M. Bilodeau, notre directrice générale associée, Mme Frigon, notre directeur des finances, M. Dubois, et tous les autres directeurs qui ont contribué à ce budget-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail dans ça, des heures et des heures de plaisir. Puis comme M. Coulombe le disait, ils ne finissent pas à 4h30 le soir. Ils finissent souvent à 7 et à 8 heures des fois quand ils travaillent dans ces dossiers-là. Merci pour votre dévouement pour la ville de Saint-Hyacinthe. Que le budget est adopté à majorité 9 contre 2. Maintenant, on en est au point 6, la levée de la séance proposée par M. Caron, appuyé par M. Thériault, de déclarer la levée de la séance à 20h24. Je vous invite à la prochaine réunion régulière du Conseil de ville qui aura lieu le lundi 19 décembre 2022. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne fin de soirée à vous tous. Au revoir.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.